Personne ne vient vous offrir une nouvelle vie au beau milieu du désert, à moins d'avoir vu ce que Boone Carter a vu ce matin-là. Il croyait n'avoir tiré qu'une inconnue de l'eau. Il allait découvrir qu'il avait, en réalité, tiré un destin entier sur la berge. Et que la récompense qu'on s'apprêtait à lui proposer ne ressemblait ni à de l'or, ni à des terres, mais à quelque chose de bien plus lourd à porter. Vous pensez qu'un simple sauvetage s'arrête au bord du fleuve? Pas cette fois. L'eau roulait plus profonde qu'elle n'en avait l'air. Les orages en montagne avaient gonflé le cours, et la plaine sonnait creux sous les rafales. Boone suivait la rive depuis 3 jours, en hauteur, pour garder l'horizon net. Puis un bruit qui n'avait rien à faire là. Pas un sabot. Pas un cuir. Un clapot rythmé. Dans la brume, une masse se battait contre le courant. Pas des mouvements affolés. Des gestes qui calculent, qui connaissent la lutte. Quelque chose clochait pourtant, la silhouette perdait du terrain, happée vers des roches qui dressaient leurs dents mortes au milieu du lit. Boone ne réfléchit pas. Il jeta pied à terre, glissa, plongea. Le froid cogna comme un poing. Devant lui, la vérité se dessina, une femme. Grande. Presque 6 pieds. Des épaules taillées, des cheveux noirs filant dans la veine de l'eau comme un étendard. Cuir de daim battu de perles, lueur qui ricochait même sous la surface. Il la rattrapa quand sa tête s'enfonça pour la 3e fois. Elle ne paniqua pas. Elle le jaugea. Des yeux sombres, vifs, qui pesaient les choses même entre 2 goulets d'air. Ils gagnèrent la berge ensemble. Essoufflés, trempés, vivants. Mais Boone comprit très vite que le fleuve n'était qu'un prologue. Elle se redressa, et l'eau retomba de ses cheveux comme une pluie patientée. Pas un mot, seulement un regard qui pèse et mesure. Quand elle parla enfin, ce fut dans une langue que Boone ne connaissait pas. Il montra sa poitrine, Boone Carter. Elle inclina la tête, posa la main sur la sienne, Ayanna. Il y avait dans ce nom la lame et la loi. Au campement, elle bougea comme quelqu'un qui connaît la prairie. Pas d'effort de trop. Les gestes exacts. Elle réunit du bois, nourrit le feu, mais ses yeux retournaient sans cesse aux collines. Sa main frôlait parfois un manche de couteau sous le daim. La nuit, elle se leva, regarda longtemps l'obscurité, revint, repartit. Et, avant l'aube, elle disparut. Aucune explication. Juste une empreinte humide et une plume d'aigle posée près de la couche de Boone. Trop parfaite pour être un hasard. Un signe laissé avec la netteté d'un serment. Au matin, Boone lut les traces. Elle montait vers le nord. Droite. Volontaire. Pas une fuite, un cap. Il rangea la plume dans ses fontes et reprit vers l'ouest. À midi, le soleil posait sa main lourde sur la gorge du monde. C'est là qu'il les entendit. Des chevaux, plusieurs. 12 silhouettes découpées dans la lumière crue. La formation n'avait rien d'un hasard, de la discipline, et une façon de se montrer. En tête, un homme qui tenait l'air autour de lui comme d'autres tiennent une arme. Cheveux noirs veinés d'argent. Cicatrices qui disent l'histoire sans mots. Quand ils stoppèrent à 20 pas, il décida d'abord de tout voir, le cheval de Boone, ses sangles, ses armes, puis Boone lui-même. Alors seulement, il parla, dans un anglais net, précis, plus diplomate que scolaire, « Tu as tiré ma fille de l'eau. » Il ne posa pas de questions. Il savait. Elle ne s'est pas retrouvée là par hasard, poursuivit-il en s'asseyant comme on s'assied pour traiter des choses qui comptent. Des étrangers ont franchi nos terres. Ils prennent sans demander. Ils brûlent pour aller plus vite. Ma fille a traversé pour savoir qui ils sont. Le nom tomba, Ayanna. Le regard de l'homme, Nasta, avait cette même intelligence calme. Puis la phrase qui change la gravité, elle est notre prochaine chef. Le silence pesait comme une peau mouillée. Boone n'avait pas tiré n'importe qui du fleuve, il avait rattrapé un futur. Chez nous, dit Nasta, on appelle cela la dette d'équilibre. Quand on sauve la vie d'un leader, la gratitude ne suffit pas. Il faut rendre la balance juste. Les cavaliers approuvèrent d'un souffle. L'un glissa quelques mots à Nasta, qui acquiesça, beaucoup auraient continué leur route. Boone avait choisi le risque pour une inconnue. Ça dit un caractère. Nasta revint de ses fontes avec un paquet de cuir souple. Il l'ouvrit lentement. Un médaillon brilla au soleil. Pas un bijou de comptoir. Un travail ancien, précis, habité. Cette génération, expliqua-t-il. On ne le confie qu'à ceux qui ont gagné notre confiance au plus haut degré.
Boone comprit que le métal n'était qu'un signe. La vraie récompense, dit Nasta, c'est ce que ce médaillon représente, l'acceptation parmi nous, à part entière. Des terres. La protection. Une voix au conseil. Et, si le temps le confirme, la possibilité de s'unir à quelqu'un de rang approprié. Les mots restèrent en suspens, clairs sans être insistants. Mais Nasta ajouta le prix, accepter, c'est laisser derrière toi ta vie d'avant. Vivre selon nos lois. Défendre notre monde. Il n'y a pas de retour à la solitude d'hier. En 20 hivers de commandement, il n'avait fait cette offre que 2 fois. L'un était devenu un pilier. L'autre était reparti après 2 ans, sans retour possible. Boone marcha jusqu'au fleuve. L'eau roulait comme si rien n'avait d'importance. Sa liberté avait toujours eu le goût du vent. Soudain, elle sentait le vide. Combien de nuits avait-il dormi sans qu'âme qui vive sache s'il respirait encore? Il entendit des pas Ayana sortis des arbres. Nouvelle tenue, Perle qui racontait des histoires qu'il ne savait pas lire. Son anglais était mesuré, mais clair. Elle n'exigea rien. Elle posa une seule question, quand tu m'as vu dans l'eau, tu t'es demandé si tu étais la bonne personne? Non. Il avait agi. Voilà pourquoi tu peux vivre parmi nous, dit-elle. Chez eux, sauver crée un lien à double sens, celui qui sauve devient responsable, mais celle qui a été sauvée l'est aussi de la vie de son sauveur. Si Boone venait, Ayana se tiendrait à ses côtés pour lui apprendre la coutume, pour qu'il fasse mieux que survivre. Les étrangers? 15, peut-être 20. Armés, irrespectueux de la terre. Trop proches du village principal. Boone pesa l'instant. Certains choix se font avant que la peur ne pose ses griffes. Le soleil toucha l'horizon. Boone revint vers le feu. Les cavaliers se turent. Ayana resta en arrière, mais son regard brûlait net. J'accepte, dit Boone. Je n'ai jamais appartenu nulle part. Je ferai des erreurs. Le sourire de Nasta fendit sa réserve. Les meilleurs membres d'une tribu sont ceux qui la choisissent. Il passa le médaillon au cou de Boone. Le métal avait gardé la chaleur des braises. Poids réel. Poids juste. Un bienvenu parmi nous. Dorénavant, ton bien-être est le nôtre. Tes luttes sont les nôtres. On discuta aussitôt des étrangers. Pas de grandes tirades. Des faits. Des pistes. Des horaires. Boone posa des questions que d'autres n'auraient pas posées. Sa vie, soudain, pesait à côté d'autres vies. À la fin, Ayana s'approcha. Sans détour, la proposition de mon père évoquait l'union. Ce choix-là nous appartient. Le temps dira. Boone soutint ses yeux. Alors donnons du temps au temps. À l'aube, ils chevaucheraient ensemble vers le village. La récompense s'était révélée, pas un trésor, mais un nous. Un sauvetage dure des minutes. Ses conséquences peuvent durer toute une vie. Boone croyait vouloir le vent, il a choisi un feu autour duquel on prononce son nom. Entre honneur, destin et terre à défendre, sa route vient de changer de cap et vous, qu'auriez-vous répondu à la place de Boone? Si cette histoire vous a tenu en haleine, ne partez pas trop loin, la prochaine révèle ce qu'ils ont trouvé au lever du jour et pourquoi certains étrangers ne viennent jamais seuls. La nuit s'installa, épaisse, piquée d'étoiles que le feu ne pouvait atteindre. Les guerriers s'étaient dispersés autour du cercle, certains surveillant les chevaux, d'autres taillant calmement leurs armes à la lumière vacillante. Boone, le médaillon encore chaud contre sa poitrine, sentit le poids de chaque regard posé sur lui. Pas d'hostilité frontale, mais une curiosité tendue, comme si tous essayaient d'imaginer quel genre d'homme osait accepter une telle offrande. Ayana s'était assise à quelques pas, silencieuse, ses yeux reflétant les flammes. Quand elle tournait la tête vers lui, Boone croyait lire à la fois une promesse et une mise en garde. Il comprit que son choix n'était qu'un seuil. La véritable épreuve commençait maintenant. Au matin, le camp se leva comme un seul corps. Pas d'ordre crié, juste des gestes sobres qui guidaient chaque tâche. Les chevaux scellés, les arcs vérifiés, les sacs refermés. Nasta vint vers lui et posa une main ferme sur son épaule. « Aujourd'hui tu marches avec nous. Regarde, écoute, apprends. » Le ton n'était pas une demande. Boone acquiesça. La troupe prit la direction du nord-est, suivant les crêtes où la vue dominait les vallées. Boone chevauchait au milieu, encadré par 2 guerriers qui le jaugeaient en silence. L'air était sec, le soleil tranchant,
mais la tension du groupe faisait oublier la fatigue. Après quelques heures, ils atteignirent une hauteur d'où l'on apercevait, au loin, une fumée grise s'élevant au-dessus d'un bosquet. L'un des éclaireurs ramena rapidement des nouvelles, un campement des étrangers, grossier, bâti dans la hâte. Ils avaient abattu plusieurs arbres, laissé des carcasses de gibier pourrir au soleil, et l'odeur de chair brûlée flottait encore. Boone sentit une colère sourde monter en lui, il avait vu des hommes de ce genre, sans attache, qui prenaient la terre comme si elle n'était qu'un obstacle à dompter. Nasta écouta son rapport sans un mot, puis déclara simplement « Il ne respecte rien. Ce soir, nous parlerons au conseil. » Le groupe reprit sa route jusqu'à la vallée où s'ouvrait le village. Boone n'avait jamais vu pareille scène, des dizaines d'abris en peau et en bois formaient un cercle large autour d'un feu central, immense, où brûlaient des troncs entiers. Les enfants jouaient en périphérie, mais s'arrêtèrent net en voyant la troupe arriver. Des femmes sortirent, le regard dur mais digne, certaines portant des paniers, d'autres des arcs. Un silence respectueux se fit quand Nasta entra au cœur du cercle. Boone, derrière lui, sentit des dizaines d'yeux se poser sur lui. Chaque souffle, chaque pas résonnait comme une épreuve. Le soir venu, Nasta appela les anciens autour du grand feu. Boone fut invité à s'asseoir parmi eux, geste qui déclencha un murmure dans l'assemblée. Un ancien aux cheveux entièrement blancs, la voix rauque comme le gravier, le fixa longuement avant de parler, un étranger qui porte notre médaillon. Qu'il prouve donc que son cœur n'est pas léger. Boone soutint son regard, mais ne répondit pas. Il n'avait pas encore les mots de cette culture, seulement ses actes. Ayana intervint doucement, il m'a sauvé sans demander qui j'étais. Son cœur a déjà parlé. Le vieil homme hocha la tête, mais ne céda pas un sourire. Puis commença un rituel dont Boone ignorait tout. On plaça devant lui une coupe de bois remplie d'une boisson amère, préparée avec des herbes brûlantes. Nasta lui fit signe de boire sans hésiter. Boone porta la coupe à ses lèvres, le goût l'assaillit, brutal, presque douloureux. Mais il avala jusqu'à la dernière goutte. Les guerriers frappèrent le sol de leurs lances en signe d'approbation. L'ancien déclara, il a pris en lui la force de notre terre. Qu'il se tienne debout désormais comme l'un des nôtres. Une vague d'acceptation parcourut le cercle. Boone respira plus librement. Mais la cérémonie ne s'arrêta pas là. On plaça dans le feu central une pierre plate où l'on grava un signe ancien. Nasta expliqua, chaque membre porte sa marque ici. Ce soir, c'est ton tour. Boone s'avança, incertain, puis grava du bout d'un couteau une ligne simple, droite, qu'il considéra comme son sceau. Quand la pierre fut replacée au centre, un silence respectueux suivit. Désormais, il n'était plus seulement un invité. Il avait un nom inscrit dans la mémoire du feu. Après cela, Ayana l'emmena à l'écart. Elle lui montra les terres alentours, les sentiers qu'elle avait l'habitude de surveiller. Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Elle lui expliqua où poussaient les herbes médicinales, où chassaient les loups, où les étrangers avaient déjà laissé des traces. Boone observait, écoutait, mémorisait. À chaque geste, il comprenait un peu plus que son choix ne se mesurait pas seulement en honneur mais en responsabilité quotidienne. La nuit suivante, une alerte retentit. 2 éclaireurs revenaient en urgence. Les étrangers s'étaient rapprochés, à une journée de marche du village. Ils étaient plus nombreux que prévu. Peut-être 25. Armés de fusils et de haches. Le conseil fut réuni aussitôt. Les voix se mêlèrent autour du feu, certaines prônant l'attaque immédiate, d'autres la patience. Nasta écoutait, mais ses yeux se posaient souvent sur Boone, comme pour tester son avis. Enfin, il parla, lui connaît le regard de ces hommes. Qu'ils disent ce qu'ils pensent. Boone sentit tous les regards se tourner vers lui. Il inspira profondément. Ces hommes ne respectent pas la terre, ni ses habitants. Ils ne négocieront pas. Mais ils ne sont pas unis. Ils se dispersent facilement, ils se fient à la force brute. Si vous les frappez la nuit, quand ils croient dominer, ils se désuniront. Un murmure parcourut l'assemblée. Un ancien approuva d'un signe de tête. Nasta sourit pour la première fois depuis longtemps, alors nous frapperons quand la lune sera haute. Ayana, à ses côtés, serra brièvement son bras. Un geste discret, mais chargé de sens. Boone comprit que la véritable récompense n'était pas le médaillon, ni la terre, mais cette reconnaissance silencieuse, ce lien qui se tissait dans l'épreuve. Le lendemain, alors que la tribu se préparait à la guerre, il savait que ses choix allaient bientôt être testés par le feu et par le sang. Et qu'à l'aube de cette bataille,
la frontière entre l'étranger et le membre de la tribu disparaîtrait à jamais. La lune monta comme une lame pâle et tout le village respira autrement, plus court, plus bas, comme si chaque poitrine apprenait à se taire pour laisser place au pas qui glisse. On avait éteint le grand feu, seules demeuraient des braises couvertes de cendres qui pulsaient par instants, cœur discret au centre du cercle. Nasta donnait des signes de la main, pas des mots. Les guerriers s'enduisaient de terre sombre, fermaient leurs bracelets pour qu'aucun métal ne parle dans la nuit. Ayana passa devant Boone, lui traça une ligne de cendre sur le front, simple et droite, miroir de la marque qu'il avait gravée la veille sur la pierre rituelle. « Pour que ta pensée aille droit, dit-elle. » Boone acquiesça, vérifia la courroie de son fusil, l'arc de rechange que l'on lui avait confié, le couteau à la ceinture. Le plan tenait en 3 respirations, approcher contre le vent par la ravine à l'est, couper la garde en silence, éteindre leur feu principal en renversant les marmites de graisse, faire naître la panique sans donner encore de cible. La lune était haute quand ils quittèrent l'ombre des abris pour se fondre dans l'ombre du monde. Le sable craquait à peine, parfois une chouette laissait tomber une syllabe de nuit qui s'éteignait aussitôt. À mi-pente, un renard détala, fil de cuivre dans la pâleur. Boone resta dans le sillage d'Ayana, calant sa cadence à la sienne, apprenant que l'on avance en regardant là où nos pieds ne seront pas encore, pour devancer l'erreur. Plus bas, la fumée des étrangers traçait une veine grise au-dessus des arbres abattus. Leur camp avait grandi, mal pensé, comme tout ce qu'ils faisaient, 3 tentes de toile huileuse, des caisses ouvertes, des bouteilles jetées, une charrette couchée, des pots oubliés. Ils riaient fort, des rires vides qui sonnaient plus haut que l'horizon. Boone sentit sa colère remonter, mais il la posa à côté de lui, comme une pierre qu'on ne soulève pas encore. L'éclaireur à gauche leva 2 doigts, 2 sentinelles, dos au feu, l'arme molle, l'œil gavé d'orgueil. Nasta effleura l'épaule de Boone, à toi pour celle de droite. Boone inspira, compta le balancement de la tête qui somnolait, glissa jusqu'à sentir l'odeur de bière aigre, posa la main sur la bouche, tira net vers l'arrière, et, dans le même mouvement, dévia l'arme qui se levait à moitié. Un souffle étouffé, un corps alangui. Pas de cri. De l'autre côté, un bruit semblable, avalé par la nuit. On renversa les marmites d'un coup d'épaule, la graisse se répandit et étouffa la flamme dans une fumée noire, le feu principal mourut comme un animal surpris. Dans l'obscurité brusque, les silhouettes au centre du camp se heurtèrent, jurèrent, cherchèrent leurs fusils à tâtons. C'est là que la panique fit son œuvre, un premier coup partit trop haut, un autre dans le vide, puis rien que des ombres qui se dérobent et des sifflements d'arbres. Nasta n'ordonna pas la charge, il ordonna le vide. Qu'ils tirent dans rien. Qu'ils gaspillent leur bruit et leur courage. Pendant 10 longues minutes, le camp des étrangers tira sur l'idée d'un ennemi. Puis le silence revint, plus lourd, parce qu'il revenait sur des cœurs fatigués. C'est alors que Nasta fit signe. Une onde se déploya, brève, précise, 3 groupes. Boone suivit Ayana vers les charrettes. Ils coupèrent les courroies, libérèrent les chevaux attachés à la hâte, frappèrent leurs croupes pour qu'ils détalent vers la ravine. À la périphérie, un homme surgit, couteau en avant, Ayana dévia le poignet, Boone saisit l'avant-bras, une torsion, le couteau tomba, la nuit l'avala. L'homme recula, trébucha sur une caisse, disparut sous une bâche. Ils passèrent déjà à autre chose. Au centre, un ordre aboya, plus net que les autres, un chef improvisé essayait de donner une forme à la peur. Trop tard. Les guerriers de Nasta avaient déjà pris les angles, détruit la charrette couchée, renversé les caisses de poudre dans le ruisseau. Une étincelle traîtresse aurait pu tout engloutir, elle n'eut pas lieu. Quand, enfin, la charge arriva, elle n'eut plus grand-chose à frapper. Les étrangers se ruèrent hors d'un cercle noir vers un autre cercle noir, tirant sur des branches, jurant contre des pierres. 2 d'entre eux tombèrent, l'un heurté à la tente par un galet qu'Ayana avait lancé comme un verdict, l'autre emporté par sa propre course dans un trou où ses chevilles se croisèrent. Alors Nasta parla pour la première fois, une phrase en leur langue qui disait assez pour être comprise, la terre n'est pas à vendre. Partez. Une hésitation parcourut l'âme d'homme. Il n'avait pas l'habitude d'entendre un ordre calme après tant de confusion. Le chef improvisé répondit par un rire trop haut, qui sonnait creux. Il leva son fusil, un trait de flèche claqua et coupa la courroie de l'arme, qui tomba dans la poussière comme une réponse. Partez, répéta Nasta. Un troisième homme tenta une bravade, se prit le pied dans la bâche, s'étala dans la graisse renversée, jura contre la nuit tout entière. Alors, sans qu'on sache qui commença, ils plièrent. D'abord 3, puis 5, puis le reste, qui suivit en bousculade lâche.
Ils laissèrent plus qu'ils ne le croyaient, des cartes froissées, des lettres tachées, une boussole fendue, des marques au charbon sur des planches. Ayana en ramassa une, souffla sur la poussière, plissa les yeux. Boone se pencha. On y voyait, grossièrement tracé, la vallée entière, et un signe répété 3 fois, un cercle barré près du ruisseau, un autre sur la colline des pins, un troisième à la lisière d'un bosquet. Pas des feux, dit Boone. Des marques de repère. Quelqu'un les attendait. Nasta hocha la tête. Il ne pillait pas au hasard. Il préparait un chemin, on rassembla ce qui pouvait parler, les cartes, les lettres, une plaque de ceinturon frappée d'un nom. Boone lisait à voix basse, hésitant sur certaines syllabes. Un ancien, près de lui, répétait les mots en les mâchant comme des cailloux pour en connaître le goût. Au petit matin, le camp des étrangers n'était plus qu'un amas sale. Les guerriers de Nasta effacèrent ce qui pouvait attirer les vautours, enterrèrent ce qui devait l'être, rendirent à la terre ce qu'on lui avait arraché. La lumière monta, et avec elle une fatigue lourde, douce aussi, celle qui suit un travail juste. On regagna le village en file longue. Les enfants, d'abord, virent les silhouettes, coururent, puis s'arrêtèrent en comprenant le sérieux des visages. Les femmes accueillirent les cavaliers en silence, vérifièrent du regard qu'aucun nom ne manquait, puis seulement vinrent les étreintes, brèves et fortes. Boone, lui, ne savait pas où mettre ses mains. Il avait la poussière sur la peau, l'odeur du feu dans les cheveux, la bouche sèche de nuit trop pleine. Alors, Ayana posa une gourde sur sa paume, simplement, et il but. L'eau avait un goût de menthe sauvage. « Tu as bien fait, dit-elle. Tu as agi sans chercher à prendre la place des autres. » Il répondit qu'il n'avait fait que suivre. Elle eut ce sourire qui ne montre pas les dents, suivre juste est plus difficile qu'on croit. Le conseil se réunit à nouveau à midi pour lire ce que la nuit avait laissé. On étala les cartes sur une peau claire. On pesa les mots des lettres. On découvrit des noms qui ne disaient rien à certains et faisaient lever les yeux chez d'autres, un marchand de la ville au sud, un contremaître d'une scierie, un nom de compagnie qui traçait des routes sans demander la permission des collines. Les 3 cercles barrés n'étaient pas des cibles, c'étaient des jalons. Une piste devait traverser la vallée, droit, comme si la terre n'avait pas de courbe. Ils auraient rasé le bosquet sacré, souffla un ancien. On sentit une colère froide gagner les épaules. Nasta regarda longtemps le vide entre 2 flammes. Alors la nuit passée n'était qu'un premier pas, il leva les yeux vers Boone. « Ce que tu as dit hier nous a servi. Dis maintenant ce que tu ferais pour un ennemi qui ne vient pas avec le bruit des bottes, mais avec des papiers, des mesures et des promesses. » Boone chercha ses mots. Il avait vécu des routes tracées par d'autres, vu des fermes déplacées comme des cailloux sur une table. « Ils achètent d'abord des consciences, dit-il doucement. Ils offrent un prix à ceux qui se croient seuls, fatigués, pressés de voir du changement. Ils jurent que tout ira plus vite, mieux, que l'hiver aura moins de dents. Ils ne parlent jamais du prix véritable. » Un silence accueillit ces phrases. Ayana fit courir son doigt sur la carte, relia les 3 cercles d'un trait. « Ils ont un guide, dit-elle. Un homme du coin. Quelqu'un qui connaît nos passages. » Le mot pesa. Trahison. Il n'était pas prononcé, mais chacun l'entendit. Alors Nasta hésita là où un autre chef aurait frappé. Il leva les paumes vers le feu comme on demande conseil à la chaleur. « Nous allons chercher la racine sans arracher l'arbre, dit-il. Nous appellerons la vallée. » L'après-midi, des messagers partirent vers les hameaux voisins, vers les familles isolées de la colline, vers ce groupe de chasseurs qui passaient 3 saisons près du lac. On ne cria pas au danger, on parla d'assemblée. Le soir, le cercle au centre du village doubla. Des visages nouveaux, marqués de vent, de soleil, d'habitudes différentes, s'assirent côte à côte. Boone se sentit minuscule au milieu de ce peuple qui, pourtant, lui avait donné un nom dans son feu. On raconta la nuit, simplement, sans bravoure inutile. On montra la carte. On lut les lettres. Puis on demanda, qui a vu des hommes prendre des mesures? Qui a entendu parler d'un chemin droit qui traverserait nos histoires? Les réponses vinrent, d'abord timides, ensuite plus sûres. Un homme en manteau gris avait compté les pas entre 2 rochers, un autre avait promis du travail régulier à la scierie si l'on facilitait le passage, un troisième avait bu trop fort et parlait d'un plan qui devait arranger tout le monde. 3 témoignages finirent par dessiner une silhouette plus précise, un contremaître nommé Grillet, qui venait parfois troquer du tabac contre des pots, qui riait trop fort aux enterrements et ne venait pas aux naissances. « Il connaît nos chemins, dit une femme.
Et il a dormi chez nous pendant l'hiver de la grande neige. Le mot que l'on n'avait pas voulu dire prit une forme. Pourtant, Nasta ne frappa pas son poing dans la poussière. Nous irons lui parler, dit-il. Pas la nuit. Le jour, pour que chacun voie. On choisit ceux qui partiraient, Nasta, 2 anciens, Ayana, Boone. On aurait pu croire que la nuit suivante ne serait que sommeil, elle fut veille. Boone se tourna longtemps sans trouver la brèche du repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la main d'Ayana tracer sur son front la ligne de cendre, et le rire creux de l'homme dans le camp, et la carte où un trait coupait la vallée comme un ordre. Il se leva quand l'aube blanchit la peau des tentes. Dehors, la prairie avait cette odeur de métal doux qu'ont les matins après la peur. Ayana l'attendait déjà, 2 chevaux prêts, 2 gourdes, un paquet de viande séchée. Ils partirent avant la chaleur, suivis des anciens à petits pas tenaces, Nasta ferme derrière. La maison de Grillet se trouvait à la marge, près des peupliers, là où le vent s'arrête un instant avant de reprendre. Une fumée mince sortait de la cheminée. Un chien jappa, sans conviction, puis s'aplatit. Grillet ouvrit la porte en plissant les yeux, comme si la lumière le salissait. Il vit Nasta, vit les anciens, vit Ayana, vit Boone. Son sourire cherchait un visage ami et n'en trouva pas. « Vous voulez du café » dit-il trop vite. Nasta secoua la tête. « Nous voulons de la clarté. » Il posa la carte sur la table, tapota du doigt les 3 cercles. « Et qui t'a demandé de tracer ces marques ?» Grillet joua l'ignorance, puis la surprise, puis l'indignation infantile de ceux qu'on a déjà vus jouer. On m'a parlé d'une route qui apporterait du travail, des denrées, de l'école pour les enfants, dit-il enfin. On m'a dit que ce n'était qu'une bande étroite, que personne ne souffrirait. Ayana ne haussa pas la voix. Et le bosquet sacré? Il ne souffrirait pas? Et la rivière que vous avez déjà troublée, elle ne souffrirait pas? Grillet s'échauda, sacré, sacré. On ne mange pas avec le sacré. L'un des anciens, celui aux cheveux entièrement blancs, s'appuya à la table et planta ses yeux dans ceux de l'homme. J'ai enterré mon fils sous ces arbres, dit-il très bas. Ne me parle pas de ce qu'on mange. Le silence s'épaissit. Boone crut d'abord que Grillet allait se dégonfler, au contraire, il serait dit. La compagnie viendra, qu'on le veuille ou non, lâcha-t-il. Vous ne l'arrêterez pas avec des flèches et des histoires. Nasta ne se fâcha pas, nous l'arrêterons avec la vallée, répondit-il. Les gens qui la vivent, pas ceux qui en parlent sur un papier. Il ne menaça pas, ne supplia pas. Il posa seulement une vérité entre eux. Puis il dit, au moment de partir, tu peux encore choisir de ne pas être leur guide. Grillet se détourna, grinça des dents, fit mine de ranger des tasses. Vous êtes déjà en retard, murmura-t-il. Sur le chemin du retour, Ayana resta silencieuse jusqu'à la crête. Là, elle montra du doigt l'horizon, 3 colonnes de poussière se tenaient loin, mais nettes. Ils ne nous ont pas cru, dit-elle. Ou ils ne nous ont même pas entendus. Nasta regarda longtemps, puis hocha la tête, très légèrement, comme quelqu'un qui prend une décision qu'il avait déjà prise. Alors nous appellerons plus large que la vallée. Ce soir-là, le feu central fut rallumé grand, non pas pour fêter, mais pour rassembler. Des messagers partirent vers la ville du sud, vers les fermes qui respectaient la terre, vers les groupes de trappeurs qui savaient encore écouter un ruisseau. Boone écrivit de sa main, sur une peau, des mots simples qu'on scellerait avec une corde de chanvre, nous défendons un passage de mémoire. Venez témoigner. Ayana relut, corrigea 2 tournures, sourit, ton français est déjà des nôtres. Il rit, fatigué. C'est parce que tu me l'enseignes en marchant. Les jours suivants, des silhouettes qu'on ne voyait plus depuis des saisons revinrent s'asseoir au bord du feu. Une femme de la ville, chapeau de feutre et main tachée d'encre, prit des notes pour porter la parole plus loin que la colline la plus haute. Un vieil homme qui avait conduit des caravanes montra sur la carte une route qui contournait le bosquet et suivait le terrain au lieu de le blesser. Un forgeron dit qu'il prêterait ses bras pour déplacer des pierres s'il le fallait, mais pas pour écraser des racines. Peu à peu, l'assemblée devint plus que le village, une promesse de monde. La compagnie, elle, avançait. On entendait parfois, au loin, le bruit égal des chariots, la cadence sans âme des piquets plantés, une chanson plate qui se perdait dans la poussière. Une délégation finit par arriver, propre, polie, avec des bottes qui brillaient et des paroles qui glissaient. Ils demandèrent à parler aux représentants. Nasta répondit, parlez au feu. Ils parlèrent donc, longtemps, de progrès, d'école, de médecins,
de marchés où l'on vendrait ce qui pousse et ce qui court. L'assemblée écouta, Polly elle aussi. Puis Ayana se leva et parla à son tour, d'une voix simple qui n'avait pas besoin d'être forte. Elle parla du bosquet où l'on dépose les noms des morts, du ruisseau où l'on apprend aux enfants à lire la direction du vent dans les rides de l'eau, des herbes qui soignent et n'aiment pas les roues lourdes, des loups qui enseignent la patience à qui sait les regarder. Votre route pourrait contourner, dit-elle. Elle n'aurait pas faim de nos mémoires. Les hommes en bottes sourirent, promirent d'étudier, de remonter la proposition, de revenir avec une offre équilibrée. Ils repartirent avec leur sourire, leur carnet et un quelque chose d'agacé au fond des yeux. Cette nuit-là, Boone ne dormit encore qu'à moitié. Il se leva avant l'aube, marcha jusqu'au ruisseau. La lumière naissait à peine quand Ayana s'assit près de lui. Ils restèrent longtemps sans parler. Enfin, Boone dit, « J'ai longtemps cru que la liberté, c'était ne rien devoir à personne. » Il tourna la tête vers elle. Et il se peut que ce soit l'inverse. Elle hocha la tête, et son sourire eut le poids d'une réponse. La liberté, c'est choisir ce à quoi l'on tient, dit-elle. Et s'y tenir quand vient le vent. Au loin, les colonnes de poussière se remirent en marche. Le jour suivant apporterait des hommes avec des papiers cousus de chiffres et des voix qui confondent convaincre et écraser. Mais ils ne viendraient pas au milieu d'un désert vide, ils trouveraient une vallée debout, des mémoires alignées, et un homme qui, un matin, avait plongé sans réfléchir et qui, désormais, savait exactement pourquoi il resterait. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête à une poignée de main autour d'un feu, vous vous trompez, le prochain soleil porterait un choix tranchant, une révélation venue d'un vieux carnet, et une décision de Boone qui surprendrait même ceux qui l'avaient accueilli comme l'un des leurs.